Le prochain intervenant de notre colloque s'appelle Jean-Louis Simon, je le dis bien. Oui. Actif dans la lutte contre les violences conjugales et intrafamiliales. Il dirige le service des partenaires au CVFE et coordonne des lignes d'écoute spécialisées. Il a commencé sa carrière en 1998 et est reconnu pour son expertise dans l'accompagnement des victimes et dans l'éducation sur les violences. Cher Jean-Louis, vous avez la parole. Merci beaucoup. Voilà, vous êtes toujours là, c'est parfait. On va poursuivre. On a une longue journée comme ça, ensemble, avec énormément de matière. C'était passionnant jusque maintenant. J'espère tenir le cap avec vous. Voilà, vous avez vu, donc on va parler et partager une réflexion sur la question de la prise en charge des situations critiques. Les situations critiques, c'est cette notion de criticité dont on va essayer de saisir de quoi elle est faite. Eh bien, ce sont ces moments, ces temps qui précèdent les passages à l'acte irréversible, passages à l'acte létaux, féminicide, suicide, infanticide. Et donc, on va orienter, si vous voulez, la réflexion sur cet aspect. Avant tout, moi, je voudrais partager avec vous une réflexion. Je ne sais pas si vous allez être comme moi, mais il y a un phénomène quand on aborde la question des violences de couple, violences sur partenaire ou violences conjugales. Vous allez voir qu'on va utiliser tous les termes, hein, puisque on est dans une période de réajustement par rapport à la définition, hein, et les mots sont importants, extrêmement importants. C'est une chose que j'ai apprise aujourd'hui, enfin que je savais déjà, mais aujourd'hui ça a été confirmé. Eh bien, c'est que tout le monde condamne la violence conjugale. C'est quelque chose qui est condamné unanimement. C'est un sujet qui rencontre l'unanimité. Mais là où ça devient plus intéressant, c'est que lorsqu'on aborde le sujet, personne ne s'entend. C'est-à-dire que tout le monde condamne, mais personne ne s'entend quand il s'agit d'en parler, quand il s'agit de s'entendre, quand il s'agit d'identifier le phénomène. Eh bien, que ce soit entre professionnels, entre amis, en famille, eh bien, c'est bien le sujet type qu'on essaye d'éviter parce que ça crée des tensions. Alors, c'est formidable parce que à la fois, il est condamné, unanimement condamné, mais quand on en parle, ça crée des dissonances, des distorsions, et on évite le sujet. Alors, lorsqu'on évite ce sujet, eh bien, c'est tout bénéfice pour le phénomène en soi, c'est-à-dire, c'est tout bénéfice pour les auteurs de ces violences et pour laisser perdurer le phénomène. Donc, je trouve que c'est intéressant de prendre le temps dans ces journées de revenir sur sur une posture, c'est-à-dire de quoi parlons-nous quand on parle de violence conjugale? Eh bien, je pense qu'aujourd'hui, de violence entre partenaires ou de violence sur partenaires, eh bien, je pense qu'aujourd'hui, on a fait le point et qu'on est au clair par rapport à ça. En 1970, ou en tout cas autour des années 70, les féministes ont dit la violence conjugale, elles utilisaient ce terme-là à l'époque, est politique. Je pense que c'était vraiment un slogan qui aujourd'hui encore, eh bien, est extrêmement pertinent. Si la violence conjugale est politique, ça veut dire que nous sommes toutes et tous concernés. Et donc, plus que jamais, on l'apprend. Et vous allez voir que dans la question qui nous préoccupe et qui nous occupe aujourd'hui, cette question des féminicides, eh bien, la question de l'implication de chacun, chacune, elle est fondamentale, elle est centrale. On y reviendra. Il y a quelques éléments, je vais brièvement répéter quelques éléments qui ont été partagés au cours de ces journées, mais qui sont, selon moi, essentiels. C'est-à-dire que il y a des erreurs souvent d'approche quand on veut évaluer la dangerosité. Vous allez voir que je vais utiliser un terme criticité des situations de violence conjugale, violence de couple. C'est qu'on a tendance à chercher ou à dénicher d'abord la violence physique. On l'a bien compris, on l'a bien entendu, que jusqu'aujourd'hui, quand on s'adresse au pouvoir public, quand on s'adresse à notre société, quand on est victime de violences conjugales, eh bien, notre système cherche la violence physique pour activer un dispositif quelconque. C'est-à-dire que donc la violence physique est l'élément, ou en tout cas, ce sont les situations dans lesquelles on est en possibilité d'activer éventuellement quelque chose. Heureusement, c'est pas partout, mais ça reste quand même assez constant. Et puis on fait, si vous voulez, une gradation en matière de dangerosité ou de gestion du risque, c'est-à-dire qu'on a tendance à mettre la violence physique comme une forme de violence majeure, ça a été dit tout à l'heure, et les autres formes de violence comme des formes de violence plus mineures. On sait aujourd'hui que ce n'est pas du tout le cas et que, je prends des chiffres que nous connaissons,
un tiers des féminicides ont eu lieu dans des situations où il n'y avait pas de violence physique. Donc vous voyez que d'associer la présence de violence physique à l'évaluation de la dangerosité, c'est déjà une erreur en soi. Donc en fait, il y a quelque chose qu'il faut rétablir par rapport à ça et sortir la violence, ce phénomène-là de l'invisibilité, c'est un peu la thématique aussi de cette journée. Donc en fait, c'est essentiel, notamment pour prévenir les féminicides. Donc j'ai à ce sujet-là proposé une image, si vous voulez, qui est une image qui est liée à ce qu'on connaît bien si on regarde des séries américaines ou autres, des séries policières, c'est que la justice, pour traiter des histoires de crimes, pour identifier des phénomènes qui étaient invisibles, eh bien, le système judiciaire s'est doté d'outils. Ils sont dotés d'outils pour rendre visible ce qui apparemment n'était pas visible. Et donc, c'était une vraie progression dans l'analyse et dans le traitement des crimes. Eh bien, on en est là en matière de violence conjugale. Vous avez compris que aujourd'hui, les violences conjugales, la dangerosité, la nécessité d'intervenir se situent dans des zones qui sont aujourd'hui encore, pour beaucoup de services, pas visibles, pas perçues. Et donc, en fait, ce que moi je dis quand je m'adresse aux magistrats ou aux policiers, eh bien, il faudrait qu'aujourd'hui qu'on puisse se doter du luminol des violences conjugales pour pouvoir rendre visible ce qui est invisible et permettre aux victimes d'être entendues. Et on l'a, ce luminol. On l'a. On parlait du contrôle coercitif, on parle d'emprise, on parle du processus de domination conjugale. Ce sont des outils, ce sont des progressions dans les lectures de ces phénomènes. On voit combien ici, aujourd'hui, on s'accorde pour comprendre ce qu'est ce phénomène, ces processus relationnels complexes, dans lesquels se trouvent les éléments de dangerosité et de criticité. Et donc, en fait, nous avons, pour certains d'entre nous, appris à les déceler, à prendre la mesure, et pourtant, moi qui suis responsable d'un service qui est la ligne d'écoute francophone, donc écoute violence conjugale, eh bien, un nombre important de victimes nous téléphonent en disant « Je sors d'un commissariat de police et les policiers m'ont dit « Revenez quand vous aurez des coups ou quand il y aura du sang. » On ne peut rien faire. C'est hallucinant, mais c'est comme ça. Donc, en fait, ça arrive encore. Donc, des situations comme celle-là. Et c'est à ce moment-là que la question du luminol des violences conjugales nous semble, nous en tout cas, hyper nécessaire, c'est d'outiller, de disposer donc d'un outil pour pouvoir déceler. Si vous passez donc dans cette salle de bain, je pense que c'est une salle de bain, non, dans ce bureau, et que vous êtes dans la situation de gauche, eh bien vous laissez sortir la personne et vous dites Madame, tout va bien, il n'y a rien d'inquiétant. Et donc on en vient à un élément essentiel, c'est comment prendre la mesure de la criticité et de la dangerosité d'une situation de violence conjugale et de couple. Alors, vous avez entendu aussi qu'on dispose de pas mal d'outils, des outils qui sont disponibles pour des intervenants de toute première ligne. Il y a des outils un peu plus pointus pour des intervenants qui vont accompagner des situations ou se poser sur des situations pour faire des évaluations plus pointues. Et donc, ici, dans notre démarche, celle dont je vais vous parler cet après-midi, eh bien, nous avons pensé qu'il fallait être doté d'un outil pointu pour travailler dans ce qu'on appelle la zone grise des violences conjugales. La zone grise, c'est celle qui précède donc le passage à l'acte imminent et dangereux, grave et imminent. C'est un concept que nous connaissons bien, le danger est grave et imminent, c'est quelque chose que nous connaissons bien, mais par contre, si vous voulez, il y a toute la zone qui précède, qui est la zone grise, et bien dans laquelle on est peu outillé et on ne connaît pas bien comment agir. Alors on a développé un outil donc qui a fait l'objet d'une recherche pendant 2 ans, permettant alors de mettre, et là j'en viens si vous voulez à notre dispositif progressivement. Eh bien, on s'est dit que pour pouvoir réunir des professionnels de différents secteurs, d'abord, il fallait qu'ils s'entendent, je reprends un peu mon propos du départ, sur ce que sont les violences entre partenaires ou sur partenaires. Il fallait qu'on soit d'accord déjà, il fallait qu'on ait un langage commun suffisant.
Il faut aussi que sur les évaluations de la criticité, qu'on ne soit pas tout le temps en train de s'évaluer entre nous. Tiens, ce service-là dit ceci, oui, mais celui-là est beaucoup plus pointu et dit cela, etc. Il faut qu'on s'accorde. Et donc, on a construit pendant 2 ans un outil, si vous voulez, qui allait à la rencontre de tous les secteurs professionnels. On est parti d'un outil que vous connaissez bien si vous êtes proche du milieu de la justice, qui est la COL 15, qui est l'outil qui est utilisé par le parquet et la police. On l'a élargi et on l'a approfondi, et surtout on a travaillé avec le monde médical, le monde de la santé, on a travaillé avec le monde psychosocial, et on a fait, si vous voulez, des liens entre tous ces outils pour créer un outil, et c'est pour ça qu'on a trouvé que le terme criticité était un langage beaucoup plus rapidement partagé que dangerosité. La notion de dangerosité est plus proche de la justice et de la police que la criticité. Donc là, nous avons pensé qu'il fallait se doter d'un outil permettant d'identifier cette notion de criticité pour pouvoir, si vous voulez, mettre en place ce dont je vais vous parler après. Et donc, cet outil nous a permis de penser, si vous voulez, une prise en charge et un dispositif interdisciplinaire de lutte contre les violences dans le couple. Alors, ce dispositif interdisciplinaire n'a l'air de rien comme ceci. C'est quelque chose, si vous voulez, qui va nous faire passer un cap, je dirais presque historique dans nos pratiques en matière de violence conjugale. C'est carrément un changement de paradigme dans nos pratiques. Donc, on a connu différentes époques où les secteurs travaillaient en silo, comme on dit, chacun de son côté le mieux qu'on pouvait. Eh bien, le constat était celui-ci en matière de féminicide. C'est d'abord, il y a différents constats à faire en matière de féminicide. C'est que quand on revient sur un féminicide, d'abord, on constate que les professionnels qui ont été concernés par cette situation sont tous en état de sidération. Le féminicide laisse des traces, évidemment, dans les familles des victimes et évidemment auprès des victimes, mais laisse des traces aussi au niveau des professionnels. Les professionnels ont tous eu l'impression d'avoir fait le maximum souvent. En tout cas, ils se demandent ce qui n'a pas été fait. Mais on va au-delà de ça. Quand on interroge ces professionnels de différents secteurs dans une situation qui a mené à un féminicide, eh bien, quand on réunit les informations que disposaient ces professionnels, quand on les met ensemble, eh bien, on avait énormément d'éléments permettant de prévenir ce féminicide, mais ces éléments étaient dispersés de manière fragmentée dans le réseau. Donc, notre idée, c'est de, pouvoir entendre les victimes dans leur situation. Et alors, je reviens sur ce qu'on a appris et ce qu'on est en train d'apprendre sur les féminicides. 100% des victimes de féminicide ont dit qu'elles avaient peur pour leur vie. Et si vous accompagnez des victimes de violences conjugales, vous entendez aussi énormément de victimes qui vont nous parler de menaces de mort. Parler des menaces de mort, c'est autre chose que de dire « je sens qu'il va me tuer ». Elles l'ont toutes dit, elles l'ont annoncé. Et aujourd'hui, on le sait que cet élément-là est un élément fondamental qu'il faut entendre. Les victimes sont expertes de leur situation, c'est elles les expertes. Et quand elles sentent au plus profond d'elles-mêmes « il va me tuer », elles se basent sur une expérience, une expertise qu'elles seules ont. Et dans tous les cas de féminicide, elles l'ont dit. Donc, il faut entendre cet élément-là. Mais ce n'est pas le seul. Mais je vous dirais que si, habituellement, aujourd'hui, on pousse une porte d'un commissariat en disant « il va me tuer », asseyez-vous, madame, expliquez-moi. Expliquez-moi en quoi il va vous tuer. Ben, écoutez, ça fait 15 jours que je n'ai plus de nouvelles. Écoutez, c'est parfait. On met en place des mesures d'éloignement, et c'est ce qu'on peut espérer de mieux, n'est-ce pas ? Et vous voyez que là, on est en train de décrire ce que nous appelons, nous, le cœur du cyclone. Quand une victime se trouve au cœur du cyclone, ce moment qui précède un féminicide, eh bien, au parquet, quand on analyse les situations, c'est une période qui, quelquefois, plutôt souvent, est une période, le parquet le nomme comme ça, de silence infractionnel. C'est redoutable. Le silence infractionnel, ça veut dire que les auteurs sont en retrait pendant la période qui précède le féminicide. C'est comme une victime qui se trouve au cœur du cyclone. Il n'y a pas de vent. Et aujourd'hui,
les dispositifs de mise en sécurité des victimes, c'est-à-dire si on mise la sécurité sur uniquement la police et le parquet, qu'ont-ils comme élément de mesure pour venir voir s'il y a du danger? Ils mesurent la vitesse du vent. Ils viennent au cœur du cyclone, ils sont à côté de la victime, ils regardent leur instrument de mesure, mais madame, il n'y a pas de vent, tout va bien. Mais les victimes sont au cœur du cyclone, elles savent qu'elles vont être broyées. Tant qu'on cherche la violence physique, tant qu'on compte les bleus, tant qu'on compte les certificats médicaux, on passe à côté du danger. Et donc, il nous faut nous outiller de quelque chose qui permette de faire autre chose que d'aller au cœur du cyclone en disant « Madame, il ne se passe rien, tout va bien ». Et donc, cette zone grise, c'est une zone particulière d'un point de vue, notamment d'un point de vue du partage du secret professionnel, nous y viendrons, d'un point de vue du travail de collaboration entre services, donc c'est lié évidemment, le partage du secret professionnel, et donc il faut nous entendre sur ce qu'on va trouver identifié dans cette zone grise. Et nous avons créé un outil qui a été d'ailleurs soutenu et financé par l'Institut pour l'égalité entre les femmes et les hommes. Ça nous a permis donc de construire avec une chercheuse et les partenaires de terrain, tous les partenaires de tous les secteurs, du secteur médical, secteur de la santé, secteur psychosocial, les associations spécialisées, les victimes bien entendu, les personnes, donc toutes les personnes concernées, et la justice, et ça nous a permis, si vous voulez, de développer cet outil qui est un outil complet, qui s'appelle le Vivico, c'est l'outil sur lequel on se base, qui est l'outil, si vous voulez, qui est implémenté dans le Divico, dispositif donc interdisciplinaire de lutte contre les violences dans le couple. Et on a proposé d'activer, de mettre en place, alors quelque chose, si je reprends un peu l'idée de la Maison des femmes, qui serait, donc j'ai vu que c'était la notion de guichet unique, on pourrait dire que dans les termes qu'on utilise aussi pour parler, si vous voulez, de ces nouvelles approches, vous avez certainement entendu parler d'approche intégrée, d'approche holistique, de guichet unique. Eh bien, ici, si vous voulez, c'est un dispositif qui est mis en place pour les professionnels. Donc, en fait, et d'ailleurs, la notion de prise en charge intégrée, c'est quelque chose qui est recommandé dans des textes fondateurs, donc comme la Convention d'Istanbul, dans le plan d'action national et dans les différents plans, d'ailleurs, les plans régionaux. Et donc, en fait, je vais revenir à notre dispositif. Donc, le dispositif ici en question s'adresse aux professionnels. Donc, le dispositif Divico ne rencontre pas les victimes, s'inscrit dans un réseau où, contrairement donc à l'exemple de la Maison des femmes, si vous voulez, on va nous appuyer sur le réseau existant. C'est-à-dire qu'on va... alors, ça, c'est une phrase que nous avons retenue de nos collègues québécoises qui nous ont dit... les dispositifs comme celui que vous êtes en train de mettre en place ne fonctionnent que dans un réseau qui fonctionne déjà fort bien. Et donc, nous sommes partis d'une expérience de réseau qu'on connaît bien, à Liège, je vais vous parler de cet exemple-là, et nous avons un service spécialisé qui accompagne les victimes, on a un service qui accompagne les auteurs de violences, donc les agresseurs, on a tous les autres services, on a des hôpitaux, on a bien sûr, et tous ces services ont appris à sortir du travail en silo ces dernières années et ont appris à travailler en réseau. Et on les a réunis, on leur a dit, que pensez-vous de l'idée d'aller au-delà du travail en réseau? Le travail en réseau ne suffit pas dans les situations critiques. Alors, pour essayer de leur expliquer notre intention, d'abord, tous ces services, lorsqu'on les a réunis, on dit « ce serait vraiment génial, mais vous savez, nous sommes tenus au secret professionnel. Nous ne pouvons pas venir faire ce travail interdisciplinaire parce que nous sommes tenus au secret professionnel. » Qu'est-ce qui nous permettrait de considérer que nous sommes en position de lever le secret professionnel? Eh bien, l'identification d'une situation critique avec une dangerosité importante. Et tous les professionnels étaient d'accord. Donc, vous voyez que l'outil qu'on a créé en amont, il était hyper nécessaire. Et nous nous sommes mis d'accord, et les professionnels, on dit, moyennant certaines balises et moyennant certains accommodements, eh bien, on est d'accord de partir dans l'aventure. Et ces professionnels se sont dit, on peut envisager de travailler de manière donc interdisciplinaire et partager de l'information dans des situations critiques de violence dans le couple. Alors, quand on prend une image pour décrire notre dispositif liégeois,
C'est exactement ce que on trouve dans un hôpital. Ce sont les soins intensifs dans un hôpital. C'est-à-dire qu'on déplace, si vous voulez, un malade lorsqu'il y a un pronostic vital qui est prononcé. Eh bien, on va le mettre dans une unité de soins intensifs. Et que fait-on dans l'unité de soins intensifs? On resserre le maillage. On met sous monitoring les organes vitaux et on suit en permanence l'évolution de la situation. Eh ben, c'est exactement ce qu'on fait dans le Divico. On réunit les professionnels. La porte d'entrée, c'est le service, et on aura peut-être l'occasion, le service demandeur, c'est-à-dire, imaginons une maternité d'un hôpital inquiète par rapport à une situation, donc contacte le Divico. Le Divico va faire de manière anonymisée une évaluation de la situation. Si on est dans une évaluation critique, donc, eh bien, on propose à l'hôpital d'activer une cellule de crise, moyennant l'accord de la victime. Jusqu'ici, on a chaque fois obtenu l'accord des victimes. La cellule de crise consiste à identifier des services déjà présents. La coordination du Divico va prendre contact avec tous les services et on va donc proposer une réunion de concertation. La réunion de concertation va consister à partager nos informations. Alors, c'est inouï ce qui se passe dans ces réunions de concertation. Je peux vous dire qu'on a travaillé aussi 2 ans pour préparer les professionnels à venir à la table de concertation. 2 ans de résistance, 2 ans de co-construction. On a balisé, vous imaginez pas les textes qu'on a mis là derrière pour que tout le monde se sente en sécurité, pour pouvoir venir partager des situations. On travaille aussi avec le parquet, donc vous allez voir qu'on va travailler des situations judiciarisées dans lesquelles il y a des plaintes et des procédures judiciaires et d'autres qui ne sont pas judiciarisées. Donc en fait, on va travailler dans les 2 configurations et on va, si vous voulez, lever le secret professionnel, ce qui n'oblige pas les professionnels présents à parler. Quand vous participez à une réunion de concertation, vous n'êtes pas obligé de donner des informations. Vous pouvez juste venir écouter. Eh bien, tous les professionnels qui sont venus, tous les services sont venus. Je vais mettre la liste des services, ce sera plus intéressant parce que on va voir que ce qu'on retrouve dans les DIA, c'est ce que je vous dis là. Voilà les. Là, je dois revenir en arrière. Ah. Voilà, il y a une petite année. On a les 4 secteurs. Et donc, dans ces secteurs-là, on a les services identifiés dans notre réseau qui participent aux concertations, qui ont signé les protocoles. Et puis, autour de cela, il y a d'autres services qui sont invités et qui viennent et qui demandent par la suite d'ailleurs de signer les protocoles pour pouvoir faire partie du dispositif. En tout cas, ils s'engagent à signer des protocoles. On a les services sociaux, psychosociaux, la police, la justice, la santé et un cinquième secteur qui est le secteur de l'enfance et des mineurs. Donc, le SAJ, SOS Enfants et l'ONE et d'autres services concernés. Eh bien, ces services-là se sont engagés à participer à ces réunions de concertation. Donc, quand une situation critique est identifiée dans le réseau, le service peut contacter le Divico. Le Divico va faire une évaluation de la criticité. Si cette évaluation se confirme, donc c'est bien une situation critique, on invite ou on informe, si vous voulez, les autres partenaires. C'est un travail du Divico, donc c'est la coordination. Ça n'augmente pas le travail des associations. On s'appuie sur ce qui est déjà fait sur le terrain, c'est-à-dire qu'on ne refait pas autre chose ou la même chose ailleurs. On essaye alors de structurer et on met en place un plan d'action coordonné avec un suivi. On met sous monitoring la situation. Lorsqu'il y a une intervention dans un service, tous les autres services sont informés en temps réel. Il y a vraiment un système de communication en temps réel qui est prévu, donc entre l'ensemble des services. Eh bien, donc l'ensemble de ces partenaires ont signé les conventions. Il y a une situation quand le parquet est présent et quand la police est présente. On bascule, si vous voulez, dans ce qu'on appelle, et les Belges ici connaissent bien, le 458 ter en termes de secret professionnel. Le fameux 458 ter, c'est-à-dire que là, la levée, il y a une ordonnance de justice, tous les partenaires présents sont libérés du secret professionnel, mais toutes les informations deviennent propriété du parquet. Ça veut dire qu'ils ont tous les droits sur les informations qui sont données. C'est-à-dire qu'on ne peut pas leur dire, on vous dit ça, mais non, tout ce qui est dit devient, et donc il y a quelquefois des risques, si vous voulez,
certains services sont plutôt timides, hein, évidemment, parce qu'il y a des informations sensibles concernant l'accompagnement des victimes. C'est extrêmement complexe d'accompagner une victime. Ce ne sont pas des processus linéaires et attendus. Donc, ce sont des processus complexes. On l'a bien compris. Et donc, quelquefois, la justice, vous savez que faire le bon usage d'une plainte, c'est quelque chose d'important. Une plainte peut mettre en danger une victime, comme peut sécuriser la situation. Donc, notre outil d'évaluation de la criticité va déterminer justement les éléments qui doivent être pris en considération prioritairement, et on va retrouver ça dans le plan d'action coordonné. Donc, lorsque on est en situation de 458 terres, je peux vous assurer que tous les services viennent extrêmement timidement et au tout début sont plutôt silencieux. Et puis on se rend compte, mais qu'est-ce qui intéresse les services de police ou le parquet, ou qui nous intéresse tous? Quel est le dénominateur commun? C'est la sécurité des personnes. Si je suis médecin, je ne suis pas là avec mon dossier médical et je ne fonctionne pas à dossier ouvert, je vais donner éventuellement 2-3 informations qui vont permettre et qui vont contribuer à la mise en sécurité des personnes. Et donc on est vraiment dans un temps particulier avec des informations particulières. La mise en pratique, on a quelques expériences aujourd'hui de ces concertations, montrent ceci, c'est que assez rapidement, tout le monde partage des infos. Et d'ailleurs, pas plus tard qu'avant-hier, j'avais un service qui me dit « C'est incroyable, on a discuté pendant 2 ans sur des protocoles et on se retrouve là autour de la table. » Ça se fait en visio, hein. Les concertations ne se font pas, se font toujours en visio. Et on a l'impression qu'on a une grande facilité d'échanger des informations. En tout cas, ça va très très vite et ça va de soi. Donc ça, c'est le premier étonnement, c'est que c'est beaucoup plus facile en réalité que quand on le pense en amont. C'est peut-être parce qu'on l'a beaucoup pensé en amont que c'est facile en réalité. Mais en tout cas, ça se passe extrêmement bien en termes d'informations qui sont données. Donc, on a, si vous voulez, ce constat, c'est que aussi, ça n'augmente pas la charge de travail des services sur le terrain. C'est-à-dire aussi que la coordination du DIVICO ne vient pas demander, on n'est pas là pour dire tel service vous allez faire ceci, vous allez faire ça. C'est vraiment une co-construction, un plan d'action coordonné qui va être co-construit, et ces réunions de concertation durent 45 minutes. Donc c'est important pour des services, il y a des services d'urgence, il y a des services, et donc en fait, ils n'ont pas beaucoup de temps, mais ils savent que quand ils se connectent sur une concertation, 45 minutes plus tard, ils ont terminé, c'est toujours terminé, avec un rapport. On a appris donc ce rapport dans lequel on va retrouver les informations qui ont été partagées, le plan d'action coordonné, et il va y avoir une communication, un plan qui va être avec des évaluations qui seront en fait, nous ne voyons jamais les victimes, nous ne voyons jamais les auteurs, nous ne voyons jamais les enfants, mais nous coordonnons et nous orchestrons, si vous voulez, la prise en charge et nous faisons circuler l'information dans le réseau. Eh bien, tous les services nous ont dit, c'est incroyable, et d'ailleurs on le ressent, après 45 minutes de concertation, combien il y avait des dissonances dans les informations possédées par les professionnels du réseau. Toutes les situations, ce sont des situations critiques ou très critiques, hein, donc on a 2 seuils de criticité, eh bien, où il y avait des risques vraiment de passage à l'acte féminicidaire. Eh bien, dans toutes les situations, après 45 minutes, on s'est dit, waouh, comment est-ce qu'on a fait en 45 minutes pour y voir clair dans cette situation, tous ensemble, donc en temps réel, et de savoir ce qu'on allait faire. Et donc, il y a vraiment d'abord un apaisement des professionnels qui interviennent, qui se disent souvent en arrivant, mais moi, je me sens totalement impuissant dans cette situation. Et puis après, il y a vraiment un sentiment de mise en route de quelque chose. Et on peut vérifier, si vous voulez, ce sont des choses toutes simples, hein. Ce sont des choses toutes simples, mais un service détient une information, la police entend cette information, la police va dire, écoutez, moi je vais passer sur place pour vérifier ceci, cela, les vérifications seront faites à tel moment, on va recevoir l'information, le service sera mis au courant du retour, donc il y a vraiment une circulation d'informations, ça sécurise, mais vraiment extrêmement fort les situations. Aujourd'hui, donc quand on a lancé le DIVICO, on soupçonnait qu'on allait avoir, donc on travaille sur le risque de féminicide, de passage à l'acte et d'infanticide et de suicide, eh bien on se rend compte que jusque-là, ça fonctionne beaucoup plus facilement qu'on ne l'imaginait. Donc en fait, c'est extrêmement encourageant. Et vous voyez que c'est accompagner les professionnels dans leur action de soutien
et de protection des personnes en situation critique. Donc, nous n'avons pas un lieu ou une maison d'accueil pour les victimes. Les victimes sont accueillies là où elles sont accueillies habituellement dans le réseau, les auteurs aussi. Nous sommes aussi conscients, comme beaucoup de partenaires et beaucoup d'entre vous, que une des solutions passera pour augmenter la sécurité. La prise en charge des auteurs contribue largement à la sécurité des victimes et nous en sommes conscients. Et donc, en fait, vous savez que l'ITR, c'est la mesure d'éloignement du domicile. Ici en Belgique, ça s'appelle une ITR. Vous devez imaginer ceci, hein, quand il n'y a pas d'accompagnement des auteurs. Un auteur qui est éloigné de son domicile, qui peut-être ne va pas rentrer chez ses parents en disant « écoutez, je viens dormir à la maison », etc., ou qui n'a pas d'amis, parce que les auteurs ont rarement un réseau d'amis, hein, ou en tout cas, c'est dans ce qu'on peut constater, ils n'en ont pas toujours en tout cas. Eh bien, imaginons cet auteur sur un parking de grands magasins qui dort la nuit parce qu'il ne sait pas où aller. C'est une bombe à retardement. Alors, l'ITR, c'est une chose, mais c'est bien à partir du moment où c'est accompagné, encadré. Et donc, nous sommes en train de mettre en place et d'apprendre dans notre réseau à intervenir, prendre en charge, recevoir des auteurs de violences conjugales. Je prends un exemple, pour l'instant, je travaille ici d'ailleurs avec le CPVS de Saint-Pierre et les équipes de Saint-Pierre. Mais c'est un autre hôpital qui va me raconter, c'est une maternité qui me raconte ceci, et c'est quand même très intéressant. Donc en fait, une situation de violence conjugale dont on est extrêmement inquiet. Madame vient d'accoucher et on sait que cet après-midi-là, monsieur, auteur de violence, donc on a bien identifié qu'il était auteur de violence, va rendre visite à sa femme et vient visiter l'hôpital. Que fait l'équipe? Ils se réunissent, ils se disent, bon, il vient à 15h, comment est-ce qu'on s'organise? Bah écoutez, première chose, la décision principale, c'est qu'on va prévenir le vigile. Voilà, le vigile est prévenu, il y a un monsieur potentiellement dangereux, violent, qui arrive à l'hôpital à 15h. Et puis, donc à 15h, ce monsieur arrive, et alors, l'équipe se dit, on va rester un peu plus vigilant que d'habitude. Alors la vigilance, c'est ceci. On entrouvre la porte du bureau. On le voit passer, on voit qu'il rentre dans la chambre, on tend l'oreille. Il reste 1 heure dans la chambre. Il sort de la chambre, tout le monde dit oui, il sort, etc. Et tout le monde regarde, ok, il sort, ok, il est sorti, on se précipite dans la chambre pour voir comment va madame et l'enfant. Personne n'est allé vers cet auteur qui a passé 1 heure dans l'hôpital. Personne. Pourtant, on sait que c'est un auteur de violence. Et on sait que c'est un jeune père. Il y avait plein d'occasions de se dire, tiens, si on allait à sa rencontre, si on lui proposait un entretien, on sait que c'est un auteur. Soyons stratégiques. Essayons d'établir un contact avec lui. Les auteurs sont esseulés, c'est de leur faute, mais ils sont esseulés pour différentes raisons. À nous de développer des compétences et des aptitudes pour aller vers eux, pour neutraliser, ou en tout cas mettre au travail, on ne neutralise pas comme ça un auteur, mais pour mettre au travail quelque chose qui est extrêmement dangereux pour les victimes, bien entendu, pour les femmes et pour les enfants. Et donc, on est en train de prendre conscience dans notre dispositif qu'il faut mettre en œuvre. Donc, Praxis est un service qui est bien connu ici en Belgique, mais ça ne suffit pas. Il faudra vraiment pouvoir trouver des ressources de prise en charge auprès des auteurs. Donc, ce dispositif qui aujourd'hui n'est pas coûteux parce que ça ne nécessite pas de locaux particuliers, ça nécessite un temps plein et demi. Donc pour coordonner, nous avons 1 personne et demie, un temps plein et demi, 2 personnes, pour coordonner et poursuivre ces situations. C'est du boulot, mais vous imaginez le changement. Alors là, quand tout à l'heure je vous disais, c'est un changement de paradigme dans notre façon de travailler. C'est-à-dire que les secteurs apprennent c'est de l'interdisciplinarité, c'est-à-dire qu'on croise vraiment nos pratiques. On travaille ensemble. Je suis médecin, j'ai travaillé avec un policier, avec une psychologue, avec un assistant social, et on travaille ensemble et on cherche à augmenter la sécurité des personnes ensemble. Ce qui est mis en place, je vous assure, c'est étonnant comme c'est tout simple et facile. En général, dans les réunions de concertation, on réorganise les agendas. C'est vraiment ultra basique, mais il y a des incohérences dans les prises de rendez-vous et dans la mobilisation du réseau. Il suffit de réorganiser les agendas et on a là comme ça un suivi dans les 5-6 jours qui arrivent
avec on resserre, par exemple, une maternité d'un hôpital participe à une réunion de concertation et donc prend connaissance de la situation et d'éléments que le service de maternité ne connaissait pas. Entre-temps, ce service de maternité, vous allez voir comment ça fonctionne. Ce service de maternité se renseigne un petit peu plus et se rend compte que dans les semaines qui ont précédé, cette dame était venue 5 fois aux urgences, mais il n'était pas au courant avant la concertation. Le fait qu'elle soit venue 5 fois aux urgences, eh bien, on a été mis au courant dans le dispositif. La police a pu voir et faire des liens, etc. Et vous voyez que, alors à ce moment-là, le parquet dit, ah, on bouge. Alors on a vu le parquet, je peux vous assurer, bouger dans la demi-heure qui a suivi les réunions de concertation. Et ça, c'est intéressant aussi. Ça, c'est intéressant aussi, parce qu'ils sont présents aussi, hein, quand ce sont des situations judiciarisées. Et on voit donc des ordonnances qui sont prises et des décisions qui sont prises pendant les concertations. Alors, je le répète, pendant ces concertations, le DIVICO n'a pas du tout le pouvoir d'exiger quoi que ce soit de n'importe quel service. Mais il y a quelque chose qui se fait. Quand un service entend ce que fait un autre service, quand il y a un partage comme ça de la préoccupation de la sécurité des personnes, quand cette sécurité n'est pas toute remise au service de police. Vous savez que il y a un réflexe, hein, sécurité, police, hein, sécurité, police. Ici, la question des violences conjugales et violences sur partenaires, eh bien, elle nous concerne tous et toute la sécurité des personnes. Donc, cette articulation, eh bien, tout le monde trouve des solutions et tout le monde y met du sien de manière étonnante. Et tout le monde trouve que c'est plus facile que quand on est seul ou quand on travaille en réseau. Donc jusque-là, les toutes premières évaluations, on n'a eu que 15 situations critiques depuis le mois de septembre. Le dispositif existe depuis le mois de septembre. On a un reporting et donc on a aussi une recherche donc d'une université qui accompagne notre projet donc pour pouvoir en faire une évaluation. Mais c'est extrêmement prometteur comme mise en pratique ou comme dispositif. Je vous rappelle, on rentre là dans cette zone grise, hein, ce silence infractionnel. Et là, le parquet, il est intéressé parce que le parquet ne peut que constater qu'ils ne peuvent rien faire. S'il ne se passe rien, ils ne peuvent rien faire. Donc, voilà pour notre dispositif. Les objectifs, évidemment, c'est optimiser donc la sécurité des personnes, prévenir le risque grave, assurer le soutien des personnes victimes, de leurs proches et de leurs partenaires ou ex-partenaires. Et vous voyez que on est allé jusqu'à évoquer la notion de soutien des partenaires, c'est-à-dire même des auteurs, hein, puisque on va considérer que la solution tout au pénal, on sait que, on l'a entendu aujourd'hui, les auteurs qui sortent de prison ou les auteurs qui ne sont pas pris en charge, eh bien ce sont des bons retardements. Donc il nous faut absolument concevoir la prise en charge des auteurs. Hein. Et puis, on va maximiser les pratiques concertées et interdisciplinaires. Alors, la concertation et l'interdisciplinarité, c'est là le changement de paradigme. On n'est plus du tout dans le travail en réseau. Et c'est tout simple sur papier. Ça fait beaucoup de remous au niveau du réseau. Mais je peux vous dire que depuis maintenant quelques mois que c'est opérationnel et que nous sommes au travail, ça fonctionne bien et ça ne coûte pas cher. Donc, en fait, on a proposé le modèle au pouvoir public. On a dit, on a le DIVICO avec toute la structure et les documents. Donc, il y a des chartes, il y a des procédures dans chaque service. Ce sont des grosses institutions. Les maisons de justice sont présentes. L'aide à la jeunesse est présente. Ce sont des grosses institutions et on obtient l'adhésion de ces grosses institutions. Et donc, en fait, tous ces documents qui sont signés par ces institutions nous permettent d'ouvrir des portes et de proposer le modèle, si vous voulez, un peu comme les CPVS, et de voir des DIVICO dans chaque province. Donc, et on sait qu'aujourd'hui, c'est l'intention des pouvoirs publics, en tout cas en Wallonie, et on entendra qu'il y a un projet bruxellois d'ailleurs qui va être présenté, qui est le fort proche de ce projet-ci, mais à la sauce bruxelloise, hein, parce qu'à Bruxelles, c'est un monde à part. Donc, en fait, on ne peut pas faire comme ailleurs. Hein, il y a beaucoup de Bruxelloises et Bruxellois ici. Donc, vous voyez que ce petit schéma ici, je regarde si on a tout. Oui, voilà, il y a chaque fois une petite animation. Mais vous verrez, vous allez voir en fait ce qui vient d'être dit et une flèche qui revient dans le réseau. Eh bien, le dispositif, c'est pour les professionnels
la coordination locale évalue l'évaluation de la dangerosité avec les professionnels. Lorsque, à gauche, on n'est pas dans un seuil critique, eh bien, on réoriente vers les partenaires du réseau. C'est le chemin habituel d'une situation. À droite, seuil critique, on active une cellule, un plan d'action coordonné, suivi, soutien de protection, jusqu'à la sortie du seuil critique, et c'est repris et c'est reparti dans le réseau. Donc, le DIVICO, c'est vraiment la partie de droite qui accompagne, c'est vraiment les soins intensifs d'un hôpital. Alors, le site internet du DIVICO doit être mis en ligne aujourd'hui ou demain. Il est peut-être déjà en ligne maintenant, d'ailleurs, parce que c'était... Mais alors, on a donc aussi constaté que dans les réunions de concertation, ce n'est pas un lieu de discussion sur la criticité, c'est important. On n'est pas là pour dire oui, mais moi je ne pense pas que. Non, en fait, il faut que tout le monde soit OK sur la notion de criticité avant la concertation. On rentre en concertation ensemble parce que c'est une situation critique. On ne discute pas de la criticité pendant les réunions de concertation. C'est pour ça qu'il y a des formations et sur le bon usage de l'outil et le travail en amont de créer un outil qui nous permet de nous accorder est pour nous essentiel. Alors là où je terminerai et je conclurai là-dessus, on a été prévenu par nos collègues québécoises qui nous ont dit, parce qu'il y a des dispositifs similaires au Québec et au Canada, elles nous ont dit, mais ne venez pas créer un dispositif comme celui-là sur un réseau qui dysfonctionne. Il faut une bonne confiance entre les partenaires. Il faut qu'ils aient déjà une bonne pratique en réseau. Il faut vraiment que les partenaires se connaissent et se reconnaissent comme ayant des expertises vraiment dans leur domaine, mais pas et donc ça c'est une base de départ. Et aussi la formation, donc il faut vraiment un langage commun. Donc on a aussi notre service de formation, le pôle de ressources, vous connaissez peut-être, mais c'est un service de formation, comme l'a dit Josiane ce matin, donc on donne des formations. On a formé au processus de domination conjugale, j'ai compté, on a formé 6000 professionnels déjà donc sur le processus de domination conjugale. Et donc l'outil Vivico, donc qui est derrière ici, qui a été créé donc et soutenu financièrement par l'Institut, eh bien c'est aussi donc on retrouve, si vous voulez, cette approche écosystémique qui inclut la lecture de genre, et c'est important, c'est un lieu où il faut le rappeler, hein, c'est-à-dire que l'approche systémique et écosystémique, donc c'est une chose, mais il faut vraiment ne jamais perdre de vue ce dont on a rappelé et parlé tout le temps ici, c'est que les violences sur partenaires, eh bien, ce sont des violences de genre, et on essaye vraiment de l'intégrer tout au cours de notre évaluation. Voilà, je n'irai pas plus loin. Je vous remercie pour votre écoute. Vous voyez que j'avais encore quelques dias, mais voilà. Merci. Merci.